Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Check-up. Face au très contagieux variant Delta qui circule en République démocratique du Congo depuis un temps, le président de la République a pris récemment d'autres mesures pour lutter contre la propagation de ce virus. Il s'agit entre autres de la fermeture des discothèques et boîtes de nuit pendant 15 jours, l'interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes, l'interdiction des veillées funéraires ainsi que le maintien du couvre-feu de 22h à 5h du matin. Et même si le pays ne figure pas parmi les plus touchés, les contaminations quotidiennes sont en hausse. On parle de 200 à 300 cas par jour. Mais est-ce que la population congolaise respecte les mesures prises? Est-elle moins sceptique sur la circulation de la maladie? Mais est-ce que cette troisième vague a-t-elle eu un impact positif sur la vaccination pour booster cette vaccination? On en parle dans ce check-up avec notre invité juste après ce reportage. La situation actuelle de la pandémie Covid-19 dans notre pays est très préoccupante. Le calme n'aura duré qu'un laps de temps. Alors que la courbe de contamination était descendante, voilà que le taux de nouvelles contaminations au Covid-19 augmente. Kinshasa, épicentre de la maladie, enregistre près de 200 nouvelles contaminations par jour. La troisième vague du Covid-19 frappe la ville de plein fouet. Dans les hôpitaux, la situation est critique et les services sont saturés. À l'hôpital de l'Amitié sino-congolais de Njili, la plupart des malades sont en détresse respiratoire et l'hôpital manque d'oxygène. Pendant les 2 semaines de l'oxygène, le point n'était pas parti. Les jours qu'on dit que ça va, c'est-à-dire là, 95, on regardait, moi je ne sais pas. Les derniers jours me disent c'est à 96, ça va. La nuit, l'oxygène est parti. Et il y a eu des malades ici, c'était très grave. Ce que j'ai vécu, pourquoi faire 2 semaines pour respirer par d'appareils. Est-ce que c'est quelle sorte de respiration? L'oxygène, à moins de pas hésiter, je souhaitais, mais madame, pendant les 2 semaines que j'ai fait, l'électricité n'était pas partie. Face à cette situation qui se dégrade rapidement, les membres de famille se débrouillent pour trouver de l'oxygène et soulager leurs proches. La nuit de samedi à dimanche, 4 patients sont décédés par manque d'oxygène. Depuis jeudi, elle est sous traitement. Elle commençait à se calmer, mais cette nuit, on n'a pas bien dormi. Elle a beaucoup toussé. On lui a encore donné des médicaments. Malheureusement, il n'y a plus d'oxygène. Depuis qu'elle est arrivée, elle ne vit que de l'oxygène, mais pour l'instant, il n'y en a plus. Beaucoup de gens meurent ici à cause du manque d'oxygène. Nous devons nous débrouiller pour nos malades. Nous sommes arrivés ici dimanche et nous avons souffert pour avoir de l'oxygène. Dans cet hôpital, les gardes-malades sont en permanence près de leurs proches souffrant du Covid pour les surveiller. Considérés comme des cas contacts, ils sont isolés avec leurs malades et testés à l'entrée, tout comme au sortir de l'hôpital. Face à cette situation, aucune autorité de cet hôpital n'a accepté de répondre à nos questions devant la caméra. À l'unité Covid du centre hospitalier Moncolé, les 15 lits du pavillon sont tous occupés. Aussitôt qu'un lit se libère, il est tout de suite occupé par un autre patient. Depuis le début de cette troisième vague, 24 malades ont été hospitalisés dans ce pavillon et des cas continuent d'arriver. Malheureusement, beaucoup arrivent tardivement et souvent avec des complications. On ne trouve pas un seul instant où vous avez des lits vides. Quand le malade sort, il est remplacé aussitôt. Pour l'instant, je vous dirais par exemple au niveau des urgences, on a encore des malades qui stagnent, qui attendent que les autres qui sont là en train d'être déchargés pour qu'ils soient remplacés. Les gens préfèrent se soigner à domicile ou bien résistant contre cette maladie, disons qu'il n'y a pas cette maladie. Et de l'autre côté, il y a quand même beaucoup de cas de comorbidité. Ce sont plus les patients avec beaucoup de comorbidité qui nous arrivent dans des situations quand même assez catastrophiques et que nous perdons facilement. Déchargé du Covid-19, ce jeune monsieur vient de passer 7 jours en hospitalisation. Sur le point de quitter l'hôpital, il revient sur son calvaire. Pendant les 7 jours que j'ai passés ici, j'ai vu plus de 10 personnes arriver. Vous imaginez. Et là, je pense que si vous entrez, voir à l'intérieur, vous verrez que toutes les chambres, ou presque, sont occupées. Et même mon lit aujourd'hui, je l'ai quitté, mais le soir, il y aura un autre patient qui va me remplacer.
Donc c'est vraiment important que les gens sachent que cette maladie, elle existe et qu'il faut vraiment se protéger, qu'il faut vraiment respecter les mesures barrières. C'est vraiment important. Sans ça, je pense que ça va être très compliqué de gérer la situation. Pour le docteur Keshala, médecin directeur de ce centre hospitalier, cette troisième vague est imprévisible. La troisième vague nous semble imprévisible parce que nous étions à 4 malades au mois d'avril et du coup on a vu le nombre doubler et tout ça, et puis le tableau clinique semble être trop différent et beaucoup de signes sont camouflés. Il y a certaines personnes qui viennent tout juste avec une fatigue, vous n'avez pas l'anosmie, vous n'avez pas la gueusie, vous n'avez pas la toux, mais on fait le test, c'est positif. En RDC, c'est depuis le 3 juin que les autorités sanitaires avaient officiellement déclaré le début de la troisième vague avec l'arrivée de nouveaux variants. Médecins, experts en santé publique et plusieurs autres spécialistes sensibilisent sur les respects stricts des gestes barrières pour ne pas contracter la maladie. Docteur Michel Mouvoudi, merci de nous recevoir encore une fois chez vous pour parler Covid-19, continuer à sensibiliser la population. Merci déjà d'avoir accepté de participer à cette émission. Il y a quelques semaines, je dirais même quelques mois, les gens évoquaient que c'était un miracle, qu'en République démocratique du Congo, c'est vraiment la grâce divine. Certains disaient même que la maladie n'existait pas. C'était vraiment à l'heure. Mais malheureusement, on a des cas de contamination qui ne font que augmenter, 200 à 300 cas par jour. Docteur, est-ce qu'on doit dire que c'est dû au relâchement des gestes barrières ou encore au manque de vigilance des autorités au niveau de nos frontières? Alors, vous m'avez posé une très belle question, mais après vous avez fait des assertions. Je ne coche aucune assertion, mais j'ai fait mon analyse. Lorsque la deuxième vague est terminée, et je reviens toujours sur ça, je crois en avoir parlé la fois passée, c'est qu'en fait, on ne tombe pas au cas zéro. Je reviens sur ce que j'ai dit, quand on dit une vague est finie, une vague est passée, il y a toujours des cas résiduels, les résidus. Il y a toujours 10, 20 cas, 30 cas, 50 cas qui continuent à être notifiés par jour. C'est la situation qu'on a vécue lorsqu'on a eu une déplétion, une diminution de la courbe de la deuxième vague. Maintenant, encore une fois de plus, si aujourd'hui on commence à dire que la troisième vague c'est aussi parce qu'on a relâché les mesures barrières, c'est justement parce que lorsque vous avez encore des cas qui circulent, les provinces continuent à notifier des cas, et que vous ne maintenez pas les mesures qui stoppent la circulation du virus, rappelez-vous Madame Patricia, le virus ne circule pas, ce sont les hommes qui font circuler le virus. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est que partant de ces cas résiduels, qui ne sont plus nombreux, vous pouvez encore avoir des contaminations et repartir. Donc c'est le relâchement? Exactement. Et vous l'avez un peu constaté, lorsqu'on a fini la première vague, à la levée de l'état d'urgence, partout quand vous allez, les gens ont tout relâché, les points de lavage de mains disparaissent, les discothèques ouvrent, les pratiques d'enterrement reprennent comme d'habitude. C'est la même situation qu'on a vécue aussi avec la fin de la deuxième vague. Et ce moment-là est très critique parce que si vous ne maintenez pas ce respect des mesures barrières, vous pouvez connaître des contaminations. Pour moi, c'est le premier problème. Et ça, c'est l'occasion de pouvoir dire aux Congolais, attention, même si on peut terminer cette troisième vague, une quatrième vague est possible. Il y a des cas qui circulent, il n'est pas dit qu'on cesse de porter les masques, qu'on cesse de se laver les mains systématiquement et qu'on cesse d'observer la distanciation physique. Vous avez remarqué même à Kinshasa, partout, les points de lavage de mains avaient disparu. Maintenant, à côté de ça, il y a le fait aussi que, et je l'ai toujours mentionné, nous sommes un pays non isolé. Nos frontières sont ouvertes à d'autres pays. Au même moment, dans certains pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud et bien d'autres, on voyait qu'il y avait encore beaucoup de cas de Covid-19. On recevait des voyageurs venant de ces pays. Donc du coup, il est possible qu'on s'est contaminé à travers l'entrée des étrangers venant notamment des pays les plus touchés. Le cas spécifique, vous l'avez remarqué lorsqu'on avait découvert justement un oasis des cas de contamination ici dans un bâtiment et on a trouvé même des variants là-dedans. C'est justement pour dire que même alors que vous, dans le pays, vous pouvez avoir un contrôle endogène efficace, attention,
Il faut renforcer le contrôle transfrontalier parce que vous avez encore des gens qui arrivent. Docteur Michel, à vous entendre, vous avez finalement coché aux deux assertions. Il y a eu relâchement de la population, mais aussi négligence du côté des autorités. Vous parlez de la sensibilisation. Ce relâchement-là, vous êtes expert en communication de santé et vous êtes également engagé dans la sensibilisation, mais également dans la prise en charge des cas de Covid-19 ici à Kinshasa. Mais j'aimerais rester dans la sensibilisation. Est-ce que quelque part, vous avez failli dans votre mission? Alors, avant de répondre à la deuxième partie de votre question, je voulais d'abord dire que je ne veux pas parler de la défense des autorités. Parce qu'en fait, la lutte est collective. Ok? Vous avez un rôle à jouer, Madame Patricia. Et je crois que c'est ce que je suis en train de faire dans la sensibilisation. Je vous félicite parce que tous les journalistes ne font pas ce que vous faites. Vous êtes à féliciter. Pendant ce temps, vous prenez conscience d'une question de société qui tue la population et vous en faites votre sujet prioritaire. Vous êtes à féliciter. Mais encore une fois de plus, je voudrais que les Congolais quittent un peu ce modèle ancien où on voit toujours la responsabilité sur l'autre. L'État n'a pas fait, les autorités n'ont pas donné, versus on commence à se dire comment chacun de nous adopte un comportement responsable et contribue justement à la lutte contre la propagation du coronavirus. Donc, lorsqu'on regarde cette situation que nous vivons aujourd'hui, les autorités ont leur part de responsabilité, la population a sa part de responsabilité. Je peux conclure en disant toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer pour mettre fin à la propagation du coronavirus. Est-ce que vous avez failli à votre mission de sensibilisation? À la question de sensibilisation, je peux vous dire honnêtement en tant que médecin de santé publique, en tant que communicateur, je ne suis pas content de ce qui se passe. Parce qu'en fait, quel est le résultat, quelle est la traduction de l'efficacité de notre travail? C'est voir qu'il n'y a pas beaucoup de malades. Si je communique, si je sensibilise, si nous mettons en place des instruments pour éviter la propagation et que le résultat sur le terrain montre que les gens se contaminent, soyons sérieux, ne soyons pas fiers de nous. Moi, personnellement, je ne suis pas fier de moi. Parce que je me rends compte que à longueur de journée, je parle avec les gens, je communique, mais je ne le ressens pas sur le terrain. Parce que je constate encore des propagations fulminantes de la Covid-19. Mais la question c'est, est-ce que je contribue à ce que la maladie diminue? Oui, j'y contribue parce que je sais au moins qu'il y a des gens aujourd'hui qui m'écoutent, il y a des gens qui suivent mes émissions, il y a des gens qui lisent mes publications et qui disent, docteur, grâce à votre publication, je me fais vacciner. Mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, docteur, la population, cette population a justement pris conscience de l'existence de la maladie? Première vague est passée, la deuxième vague, les vagues est aussi passée. On parle de la troisième vague. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit quand même dire que la population quinoise, congolaise, a pris conscience de l'existence de cette maladie? Alors, regardez, Madame Patricia, lorsqu'on a commencé la lutte contre la Covid-19, le premier cas, c'était en mars 2020. Je crois que vous pouvez observer la dynamique sociétale de mars 2020 à aujourd'hui. En termes de perception, on a même vu certaines enquêtes qui montrent que les gens ont quand même accepté en disant la maladie existe. Les gens ont pris conscience. Au vu des faits, on a des malades qui sont visibles. À l'époque, les gens même disaient montrez-nous les malades. Là, on a des malades qui sont visibles. Ok, on a des témoignages à tous les niveaux qui montrent qu'on a des gens qui sont infectés. De plus en plus, les gens ont pris conscience. Et ça, c'est bien. Et je suis content de voir que il y a une année, c'était difficile déjà que les gens acceptent que la maladie existe, y compris même certaines autorités de ce pays. J'ai vu, moi, des députés dire aux gens que la maladie n'existait pas. Je crois qu'on a quand même des évidences là-dessus. Et comme je le disais à quelqu'un, le changement reste un processus. Et le changement prend souvent du temps. Vous n'allez pas changer le comportement de quelqu'un du boom-bang ou du tic-tac, ça veut dire demain, vous lui dites aujourd'hui change. Ça prend du temps parce qu'on a des croyances, on a des cultures, on a aussi l'environnement qui est justement marqué par une population qui a un accès très faible à l'éducation. Donc ça, c'est important. Maintenant, prendre conscience que la maladie existe, c'est une chose. Mais respecter maintenant, les mesures. Les mesures en est une autre. Prenez la religion. Vous êtes chrétien peut-être. Vous lisez la Bible. Vous savez qu'on a des commandements, c'est une chose. Mais après, qui applique ces commandements, c'est une autre. Et le grand problème qu'on a en RDC, et c'est là où je veux revenir, c'est qu'on va revenir potentiellement sur la question des mesures qui ont été dictées. Une chose, c'est de prescrire des mesures. Une chose, c'est de les sortir, de mettre en place ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais le travail à faire n'est pas de dire, enfin, on a des mesures qui sont connues parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais de l'autre côté, c'est de dire quel est notre taux d'application de ces mesures. C'est là le problème. Docteur, puisque vous parlez de ces mesures prises il y a quelques semaines par le président de la République, le couvre-feu est maintenu de 22h à 5h du matin, pas de veillée funéraire, port du masque obligatoire. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire respecter dans tous nos milieux. Mais est-ce que vous pensez que ces mesures sont efficaces alors que l'on parle d'un variant
variant très contagieux, je dirais même très dur, qui frappe très fort ici en République démocratique du Congo. Très bien. Alors, sur ces mesures, permettez-moi de faire mon analyse de médecin de santé publique. Premièrement, si vous regardez l'ensemble des mesures que le chef de l'État a rappelées, j'insiste, il n'y a aucune nouvelle mesure. Il a tout simplement renforcé les mesures qui existaient déjà même lorsqu'on avait placé l'état d'urgence. Le port du masque. C'est ce qui existait déjà. Oui. Tout ça existait. Il a juste renforcé, et j'ai aimé la circulaire du gouverneur qui ajoute des sanctions. On peut en parler. C'est très important d'abord que les gens comprennent que toutes les mesures qui ont été dictées par le chef de l'État étaient tout simplement un rappel. Pour dire attention chers amis, nous connaissons comment il faut lutter contre cette maladie. Voilà ce qu'il faut faire et il n'a fait que renforcer. Sur ces mesures, rapidement, je vais vous donner la grande partie des mesures édictées. Plus de 50% concernent les mesures barrières. Vous pouvez les lire. En tout cas, j'ai regardé, plus de 62% autour concernaient les mesures barrières. Vous avez des mesures qui concernaient le contrôle frontalier, notamment les checks au niveau des aéroports, des frontières de manière globale. Et vous avez une mesure qui concernait la prise en charge. D'accord? En fait, ces mesures ont été clairement alimentées par l'expérience du terrain, mais aussi l'expérience d'autres pays. Maintenant, il appartient aux services attitrés, premièrement, de pouvoir appliquer ces mesures-là. Je l'ai toujours dit, Madame Patricia, vous êtes gouverneur, vice-gouverneur, ministre de la Santé nationale, provincial, bourgmestre, chef de quartier. C'est votre plan d'action, en fait, ces mesures. Vous devez dire, dans ma commune, je suis bourgmestre de Lemba, de Gombe, je suis bourgmestre de Mongafula, comment je suis en train de traduire ces mesures en action. Comme on dit toujours, l'exemple commence d'en haut. Exactement, premièrement. Et moi, le travail que je pourrais vous demander, si vous acceptez, c'est d'aller vous rendre compte à quel niveau les mesures édictées par le chef de l'État constituent la priorité des autorités politico-administratives, quel que soit le niveau. Docteur, ça fera le sujet de notre émission, parce que s'il faudrait en parler, on évoquera le terme péage au niveau des barrières, notamment qui devaient être mises en place pour contrôler, mais cela ne se fait pas. Exactement. Donc ça veut dire, d'abord, à ce niveau-là, il faut l'appliquer. Avant de dire qu'on contrôle, est-ce que la mesure est connue? Moi, le chef de l'État a passé un message, mais il y a des gens potentiellement qui n'ont pas suivi ce message parce qu'ils n'ont pas télévision, ils n'ont pas radio. Ils n'ont pas d'électricité. Alors, il faut d'abord relayer ce message. Le deuxième niveau maintenant, c'est de veiller à l'application. Et cette application, Madame Patricia, n'est pas qu'une application unidirectionnelle. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le patron ou le chef qui dit « attention, si vous ne faites pas ça, je vous arrête ». Mais c'est aussi appeler la population à comprendre ce qu'on demande. J'ai toujours donné un exemple simple. Lorsqu'on vous demande de vous laver les mains, dites-moi, se laver les mains, ça fait partie d'un acte d'hygiène de vie. Est-ce qu'on doit, même s'il n'y a pas Covid, parce qu'on sait que se laver les mains protège contre d'autres maladies, est-ce que dans ce pays, aujourd'hui, doit-on taper quelqu'un, doit-on amender quelqu'un parce qu'il ne sait pas se laver les mains? Vous comprenez? Donc, il y a toute une partie appropriation de la communauté qui doit être... L'appropriation de la communauté, c'est d'ailleurs la réussite même de cette riposte. Mais docteur, une population sceptique a du mal à suivre. Même si vous dites que la population accepte que la maladie existe, mais dans certains coins de la capitale, on a du mal à accepter que cette maladie existe, docteur. Et surtout, ce variant qu'on appelle variant Delta de l'Inde qui, selon les autorités sanitaires, circule en République démocratique du Congo, en RDC, à Kinshasa, docteur. Ce variant, est-ce que nos laboratoires sont équipés pour déterminer les variants? C'est qui décide qu'il y a tel variant dans telle partie du pays? Dites-nous un peu. Lorsque je vois le début de la maladie jusqu'à aujourd'hui, la proportion des gens qui n'acceptaient pas la maladie diminue. D'accord? Je peux vous donner un exemple. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent que Dieu n'existe pas. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui peuvent vous dire « je n'accepte pas que tel est ceci ». Il y a toujours une frange de la population qui peut rester dans ses croyances. Jusqu'à aujourd'hui, on a des religions qui n'acceptent pas le sang, qui n'acceptent pas les bijoux, qui n'acceptent pas. Mais le problème, c'est que je suis au moins heureux, n'est-ce pas, de constater qu'on a inversé la tendance. Aujourd'hui, une plus grande partie de la population, grâce aux efforts collectifs, commence à se dire que la maladie existe. Mais on a toujours des gens qui n'acceptent pas. Ça fait partie de tous les mouvements à travers le monde. Donc on peut dire que la maladie existe, oui, mais ce n'est pas le variant Delta qui circule ici. J'y arrive. Premièrement, c'est parce que vous avez parlé des gens qui sont sceptiques. Je vous dis oui, les sceptiques ne manquent jamais. Ils existeront toujours. Ils existeront. Même quand la maladie va passer, c'est comme à l'époque du sida.
Les gens vous ont dit, alors que les gens mouraient, que c'était un syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Mais il y en a qui ont commencé à accepter, malheureusement, ce qu'on veut, ce que la plus grande partie de la population accepte. Ça, c'est le premier élément. Et pour y arriver, madame, c'est le travail que vous faites, c'est le travail que je fais, c'est maintenir le tétanos de la communication. Ça veut dire tout simplement maintenir la pression sur une communication permanente et de proximité et surtout écouter ceux-là qui n'acceptent pas que la maladie existe. Pourquoi ils le disent? Moi, j'ai toujours dit ceci. Quand quelqu'un vous dit que je n'accepte pas que Dieu existe, je n'accepte pas que la Covid existe, je n'accepte pas que ce monsieur est notre gouverneur, il a une raison. Il a écouté quelque chose. La démarche n'est pas de dire, écoutez, c'est un monsieur qui ne peut rien dire, c'est un monsieur qui est out, c'est de comprendre d'où il tire l'information et rencontrer éventuellement ses attentes. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, je n'accepte pas le vaccin parce qu'on m'a dit que c'est un vaccin créé pour rendre les Noirs stériles. Mais quand il m'a écouté, il m'a dit, docteur, ce sont des informations que je n'avais pas. Mais docteur, que pourriez-nous... Par rapport aux variants, oui, que pourriez-vous... Oui, exactement. Sous les variants, l'INRB a justement des capacités de ce qu'on appelle le séquençage. Aujourd'hui, on a un laboratoire qui commence, grâce aux efforts du professeur Mouyembe et de tout le collège de l'INRB, à travailler sur des capacités de pouvoir déterminer, si vous voulez bien, la différenciation des virus. On parle du variant indien, variant sud-africain. L'INRB, quand vous amenez des échantillons, peut vous poser ce diagnostic. Mais c'est encore insuffisant, vu la taille du pays. Au même titre, quand on avait commencé le dépistage de la Covid, on avait que l'INRB Kinshasa. Si on vous dépiste à Lubumbashi, les échantillons viennent à Kinshasa. Aujourd'hui, vous le savez, on peut dépister sur plusieurs points en RDC. De la même manière, je suis convaincu aussi que ce programme va permettre à ce que les provinces aussi puissent être capables de le faire. Mais nous avons justement la circulation des variants sur notre territoire, raison pour laquelle on invite la population. Je veux rester quelques minutes sur cette circulation de variants. On a vu ce qui s'est passé en Inde, on a vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Docteur, m'ont dit qu'on a ce variant ici à Kinshasa, d'autant plus qu'on connaît la situation de notre pays, la promiscuité dans nos milieux, dans les bus, on y est entassé, dans les ménages en vie presque superposés. Oui. Est-ce qu'on doit vraiment croire que c'est ce variant qui circule, docteur? C'est des situations qui sont quand même difficiles à changer dans nos ménages. Non, justement, un des défis auxquels on est confronté, Madame Patricia, c'est la circulation du virus nous oblige à une distanciation physique versus une population qui vit dans des conditions très précaires, de promiscuité, qui n'a pas de moyens de transport suffisants. Encore une fois de plus, ces conditions-là favorisent la propagation du virus. Ça pourrait expliquer le nombre augmentant de cas, ça peut expliquer le nombre de décès, c'est un défi énorme. Encore une fois de plus, c'est là où je vous dis toujours, lorsque nous constatons un problème de santé, les résolutions ne sont pas qu'en santé. Il faut qu'il y ait justement un plan d'atténuation qui viendrait du ministère de Transport pour dire mais comment ce ministère accompagne cette distanciation. Ce qui n'arrive toujours pas, malheureusement. Malheureusement, comment on fait justement que l'on commence à travailler sur les habitudes de vie. Et même en termes de concentration des gens, Madame Patricia, ce n'est pas seulement en termes de là où les gens dorment. Même les rassemblements, aujourd'hui on a encore des oasis, des poches de gens qui se retirent, qui se mettent en confinement, qui se mettent en groupe et qui peuvent créer des clusters de contamination. Encore une fois de plus, la lutte reste multisectorielle. Les acteurs de la santé font leur travail, mais il faudra justement que les autres secteurs aussi les accompagnent. L'eau, par exemple, pour se laver les mains, ce n'est pas le secteur de la santé qui va créer la desserte, non. Il faut qu'il y ait des secteurs qui l'aident à cela. Et je suis d'accord avec vous que nous rencontrons ce défi-là. C'est pour cela que nous insistons beaucoup sur la prévention. Et cette prévention, c'est une association d'abord de comportements, notamment ces comportements qui visent à réduire. Déjà, si nous mettons les masques, nous lavons systématiquement les mains et que chacun, lorsqu'il a un problème, très vite recourt au centre de santé. Mais aussi, quelque part, je crois qu'on en parlera, il faut faire avancer la vaccination. Il faut faire avancer la vaccination, on en parlera avant de finir cet entretien. Mais docteur, j'aimerais rester justement toujours dans la sensibilisation, dans la prévention, parce que c'est très important, de pouvoir prévenir. Mais vous dites qu'il faudrait aller dans les centres de santé, docteur. C'est tout ça le problème. Une prise en charge qui, je dirais, n'est pas gratuite. Les autorités le disent, que la prise en charge est gratuite, je dirais. Le patron de la riposte, qui a lui-même été contaminé, affirme avoir payé plus de 3 000 $ dans un hôpital de la place. Est-ce que cette prise en charge est réellement gratuite? Est-ce que si je fais la fièvre, ou j'ai des maux de gorge, ou j'éternue, est-ce que je serais tentée à aller voir un médecin, ou bien j'aurais peur parce que je n'ai pas les moyens pour payer Alors,
C'est une question très très grande. Elle a plusieurs dimensions et je vais essayer de vous donner quelques analyses personnelles. Et ça n'engage que moi. Donc, premièrement, Madame Patricia, comme vous le savez, en réalité, quand on donne des soins, lorsqu'on dit que les soins sont gratuits, comprenez toujours qu'il y a en amont des coûts qu'il faut supporter. En réalité, la gratuité n'existe pas en réalité. Lorsqu'on dit que l'éducation est gratuite, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paie l'enseignant, il y a quelqu'un qui paye la craie, il y a quelqu'un qui paye les frais de fonctionnement de manière globale de l'école. Le coût d'une production est toujours là. Vous voulez qu'on vous vaccine, c'est gratuit, ok, mais il y a un vaccinateur qui doit vous vacciner. Il y a, n'est-ce pas, un transport qu'il faut assurer pour que le vaccin quitte un point A vers un point B. Et ça, c'est important que vous compreniez que lorsqu'on dit que la prise en charge est gratuite, la question qu'il faut aborder justement avec les décideurs, c'est de dire, est-ce qu'avons-nous pris en charge les coûts pour que cette vaccination, que cette prise en charge soit gratuite? Parce qu'elle demande des médicaments, elle demande qu'on paie le personnel, elle demande. Ça s'appelle le coût de production des services en économie de la santé. Mais c'est que le gouvernement a rassuré qu'il devrait prendre en charge. Maintenant, lorsque vous décrétez une gratuité des soins, c'est un programme que vous mettez en place, d'accord? Vous pouvez dire, ok, c'est gratuit, mais voilà ce qui est gratuit et ce qui n'est pas gratuit. Même aujourd'hui, on va parler de la vaccination, mais il y a des gens qui vous disent, oui, vous venez vous faire vacciner, mais vous devez payer une fiche. La fiche a quand même un coût, c'est un papier qu'on a imprimé. Mais il y a un médecin qui est là, qui va vous recevoir, on va vous prendre la tension artérielle, c'est un service qu'il faut donner. Alors, encore une fois de plus, je vous demanderai, Madame Patricia, cette question doit être vraiment une question de débat, parce que je voudrais bien, moi, que la prise en charge soit gratuite, parce que la population de la RDC, c'est une population qui est financièrement faible, n'est-ce pas? Et c'est une population qui n'a pas les capacités de payer. D'ailleurs, on voit très bien que c'est grâce, à cause, excusez-moi, de la barrière financière que les gens n'accèdent pas aux soins. Lever la barrière financière va permettre aussi une entrée des malades dans les hôpitaux. Docteur Donc, il faut y travailler, mais l'impression que j'ai maintenant, par rapport à votre question, et l'analyse que je suis en train de faire, c'est que lorsqu'on a décrété ou lorsqu'on a dit que les soins étaient gratuits, il faut les mesures d'accompagnement. S'assurer justement que les hôpitaux ont exprimé leurs besoins pour assurer la gratuité, mais aussi qu'il y a des subventions qui sont mobilisées pour assurer qu'on donne des soins. Docteur Michel Mouvoudi, puisque vous êtes un sensibilisateur, donc vous conseillez en même temps les autorités dans vos sensibilisations, dans vos messages, est-ce qu'il faudrait carrément changer de terme, ne pas parler de gratuité? Non, le mot gratuit par rapport à la demande, oui. Ça veut dire que lorsque je te dis que... prenons la vaccination des enfants de moins de 5 ans, d'accord? On vaccine contre la rougeole, on vaccine contre la polio, c'est gratuit. Mais les bénéficiaires ne payent rien. Ils ne payent rien parce qu'il y a un support qui est donné. Exactement. La même chose. Si les autorités parlent de la gratuité de la prise en charge... Ils devraient garantir ce support. Il faut mais jusque-là, c'est ce qui n'est pas fait. Exactement. Il faut discuter avec les prestataires pour dire, parce que vous allez le faire gratuitement, de quoi avez-vous besoin? Papier, on vous donne. On va payer le vaccinateur, on vous donne. On va payer les médicaments, on vous donne. Les comorbidités qu'il faut prendre en charge. On paye tout ça. Et alors, moi, quand je viens à l'hôpital comme usager, j'arrive, je me dis, écoutez, on m'a dit que c'est gratuit. Donc, on va retenir que la prise en charge de la Covid-19 n'est pas gratuite en RDC. Non, non. Alors, je voulais bien préciser qu'il faudra justement, si elle n'est pas gratuite, il faut voir à quel niveau elle est en train de se mettre en place. Quel est le programme qu'on a pour l'introduction de cette gratuité? Je vous informe que la gratuité, c'est un programme qu'on met en place et il y a des mécanismes, il y a des étapes pour dire maintenant ça y est. Ça peut être ciblé, ça peut être par zone géographique, mais aussi ça peut être sur certains cas, pas sur tous les cas. Vous comprenez? Donc c'est encore une fois de plus une question qui serait très intéressante de discuter. Docteur Michel, si je vous suis très bien, je pense que cette troisième vague a encore surpris les autorités sanitaires, les autorités en général, parce que je crois que sa gestion reste toujours chaotique sur le plan de la prise en charge dans les hôpitaux, sur le plan de la gestion même du personnel soignant, les grèves à répétition, pas des espaces dans les morgues, pas d'oxygène dans certains hôpitaux. On doit dire que la gestion même de la Covid-19 en RDC, de la première vague à la troisième vague, reste encore difficile. Ce qu'il faut savoir, Madame Patricia, c'est que c'est le secrétariat technique qui a alerté sur la survenue de la troisième vague. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui vous dira qu'il l'a fait de Washington, de Genève, ou de Paris, ou de Bruxelles. C'est dans ce pays, c'est une structure du gouvernement qui a alerté sur la survenue de la troisième vague
Parce qu'on a une équipe qui analyse les données et qui a dit, attention, nous commençons à voir une montée des nombres de cas, une troisième vague commence, il faut prendre des mesures. Encore une fois de plus, si votre sentinelle vous alerte sur la venue d'un bandit, comment est-ce elle peut être surprise? Donc encore une fois de plus, je n'aimerais pas qu'on dise qu'on était surpris parce que c'est nous qui vous avons dit qu'il y avait la troisième vague. Ce n'est pas... C'était prévisible. On l'avait dit. Et tout au début, prévisible. à la 20e semaine, nous avons dit, attention, on vient de voir qu'on est parti de tel nombre de cas à tel nombre de cas. C'est qu'on le savait, parce qu'on l'a dit. C'est venu d'une source officielle, notamment du secrétariat technique. Deuxièmement, maintenant, sur la gestion, mais regardez ce qui se passe à travers le monde. La gestion de la Covid, Madame Patricia, n'est pas facile. Citez-moi un seul pays qui va vous dire que non, chez nous, c'était waouh, c'est parti. Tous les pays ont dit, ça n'a pas été facile, y compris les pays les plus organisés. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis? On compte des milliers de morts. Regardez ce qui s'est passé en France, regardez ce qui s'est passé en Belgique. C'est des pays plus développés que la RDC. Ils vous ont dit clairement, ça n'a pas été facile. On ne peut pas cacher les insuffisances de notre système de santé. Pourquoi? Parce que la Covid est venue comme un problème de santé et a trouvé un système de santé déjà fragilisé. On n'a pas qui continue encore à être... Malheureusement, c'est ça le cas. C'est qu'il a toujours alors, été. Le message qu'il faut donner aux gens, Madame Patricia, c'est de dire... Travaillez sur le renforcement de votre système de santé parce que vous ne savez pas quel fléau frappe demain. C'est ça le message. Notre système doit être préparé. Et ce qui est arrivé avec la Covid-19 est une leçon pour les générations futures, pour l'avenir, en se disant, désormais, travaillons pour mettre en place des systèmes de santé qui soient capables de supporter de tels chocs. Ce n'est pas seulement à la RDC qu'on adresse ce message, on l'adresse à presque tous les pays en voie de développement, mais aussi même les pays développés commencent à questionner leur modèle de riposte. La France, vous avez vu la pression que la population a effectuée sur les dirigeants en disant mais c'est le chaos, c'est la catastrophe, comment on peut comprendre ce qui se passe? Encore une fois de plus, cette maladie... Heureusement, ce sont des termes que nous n'avons pas encore utilisés chez nous. Ce n'est pas encore le chaos, ce n'est pas encore la catastrophe en RDC. Là, pour ça, je crois qu'on doit revenir à cette phrase « on rend grâce à Dieu ». Mais docteur, j'aimerais revenir aux chiffres. 300 à 400 contaminations au quotidien, environ 4%, je ne sais pas si c'est, je vais peut-être de là, 4% de vaccinés, des tests PCR douteux. Aujourd'hui, le pays est quand même fermé à d'autres pays. On ne sait pas aller ailleurs parce que la RDC est quand même sur la liste de pays, entre guillemets, où le Covid frappe. Pourtant, ce n'est pas encore la catastrophe. Docteur, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que vous ne pensez pas que vous-même, vous, les sensibilisateurs, les autorités sont un peu alarmistes par rapport à la situation de notre pays? Non. On n'est pas alarmiste, mais on doit pouvoir dire ce qui se passe à la population. En santé, c'est un peu différent de la politique. En politique, on peut cacher des choses à la population. En santé, quand quelqu'un a un cancer, il faut lui dire que tu as un cancer. Quand quelqu'un risque de mourir, il faut dire à sa famille, là, on est dans la phase terminale. C'est pourquoi on parle de pronostic. Ce qui est intéressant avec nous, en santé, Madame Patricia, c'est que nous disons la vérité aux gens, même quand elle est dure à accepter. D'accord? Tout ce que nous vous disons là est vrai. Vous avez compris, tout ce que nous vous disons là est vrai, que la situation n'est pas bonne. Ce n'est pas pour rien justement qu'on renforce la communication et qu'on renforce l'application des mesures barrières. Parce qu'on ne doit pas cacher la vérité aux gens. La mort, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, est irréversible. Donc du coup, il faut travailler pour qu'elle n'arrive pas. Ça c'est important. Le deuxième élément, c'est que c'est vrai qu'on a commencé au début avec un système de dépistage. On a mis en place un test voyageur à l'entrée comme à la sortie et on s'évalue aussi avec les pairs. On a eu, nous ici par exemple, ici en RDC, madame, des gens qui sont venus de certains pays étrangers et qui ont été testés positifs ici alors qu'ils étaient testés négatifs chez eux. Vous comprenez? Alors, il y a plusieurs raisons, le type de test utilisé. Okay? Le moment où la personne a commencé à développer la maladie, l'inoculum, ça veut dire le nombre de virus au moment où on a fait le prélèvement, le type de prélèvement qu'on a fait. On peut mal vous prélever, on a un test négatif. Il y a pas mal de choses et là, j'ai demandé justement, ça c'est un conseil, que tous les services qui travaillent sur le contrôle biologique, puissent évaluer le système qu'on utilise actuellement. C'est quoi qu'on utilise comme test? C'est quel type de personnes qui sont affectées au lieu de prélèvement? On va sans doute trouver des... Ça rentre dans le cadre de la recherche, malheureusement, qui n'est pas très avancée chez nous, malheureusement. Même pas seulement de la recherche, ça c'est vrai, mais aussi principalement de la rigueur avec laquelle on travaille sur, notamment ces questions de dépistage
principalement sur les tests voyageurs. Il faut qu'on s'évalue. Et moi, j'aime ça. Lorsque un voisin vous dit, attention, chez vous, je me rends compte que les voyageurs ne sont pas bien testés, ne voyez pas ça toujours comme une mauvaise chose. C'est une façon de vous alarmer. Lorsque quelqu'un vous dit, madame, attention, je vois vos enfants sur la rue, j'ai l'impression que vos enfants vont avoir un problème, ne voyez pas ce voisin comme étant contre vous. Le travail à Thomas faire, Songi. voilà, il faut éviter ça. Et ça, c'est un peu ce qu'on voit ailleurs. Dès qu'on dit que vous n'avez pas bien fait, non, pourquoi on peut dire ça, nous sommes les meilleurs? Ça demande qu'on puisse faire une auto-évaluation. Et j'ai toujours dit, le leadership commence par une auto-évaluation. Commençons par dire, est-ce qu'on peut mieux faire? Docteur, parlant de la vaccination, cette vaccination qui stagne encore, depuis que ça a commencé, 19 avril, on est au mois bientôt. Déjà le mois de juillet, mais ça stagne encore. Les étrangers ont été plus vaccinés que nous-mêmes, les Congolais, les Indiens et tous qui vivent en RDC ont été plus vaccinés que les Congolais. Les autorités, on les a presque pas vus se faire vacciner, alors ça crée des soupçons. Est-ce que vous pensez que des stratégies dont vous évoquez, que vous évoquez tout le temps dans vos tribunes, dans vos sorties médiatiques, sont mises en application pour pouvoir booster cette vaccination qui est un des moyens pour prévenir cette maladie? Alors, de manière globale, Madame Patricia, on n'est pas très content de l'évolution de la vaccination. On le sait, hein, donc ce que vous me dites, on le sait. Par rapport au début, c'est vrai que c'est trop lent. Si je vois d'autres pays qui ont vacciné 400, 300 000, ainsi de suite. C'est là où je voudrais vous dire ceci, qu'en fait, on s'attend un peu à une évolution rapide, mais l'évolution est très lente. C'est à nous de travailler sur une acceptation sociale afin qu'on aille rapidement vers de l'avant. Ça, c'est important. Et ça, je suis d'accord avec vous qu'il faut faire des efforts, il faut tripler, quadrupler les efforts pour que les gens se vaccinent. Deuxième élément, c'est que vous devez comprendre qu'on a justement eu deux résistances, si vous voulez. Même trois. La résistance d'abord face à la maladie, parce qu'elle n'existe pas déjà, pour certains. Deuxièmement, la résistance face à un vaccin qui s'appelle AstraZeneca, vu sa sortie et tout ce qu'on a connu à propos, et la résistance sur la vaccination. Je veux qu'on sépare les trois. Sur la maladie, je crois que les gens savent que se faire vacciner, de plus en plus, se faire vacciner protège contre les formes graves et sévères de la maladie. Mais sur l'AstraZeneca, ça c'est clair. Moi, j'ai fait mon enquête. Sur 10 personnes à qui je posais la question, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous faire vacciner? 8 personnes m'ont dit, docteur, c'est à cause du vaccin X. Parce qu'on nous a dit que ce vaccin entraînait des effets secondaires majeurs. Mais quand est-ce que le pays va recevoir d'autres vaccins, docteur? Le ministre a dit clairement là-dessus, sur Top Congo, je l'ai suivi, que bientôt, nous allons avoir non seulement un vaccin qui va être à validité large, mais aussi on va travailler sur la pluralité de vaccins pour faciliter le choix. Ça va déjà lever un certain nombre de barrières. Ça, c'est déjà bien que le gouvernement y travaille et je les encourage à aller dans ce sens-là. Maintenant, de l'autre côté, il faut aussi que les gens comprennent que nous avons vacciné plus de 40 000 personnes. Dites-moi, madame, vous êtes journaliste, passez dans les sites de vaccination, dites-moi si vous avez appris un seul cas de complications majeures. On n'en a pas eu. Moi, je me suis fait vacciner. Autour de moi, des dizaines et des dizaines de gens, des centaines se sont fait vacciner. Je vous dis, je suis sincère devant les téléspectateurs, je ne connais personne qui est venu me dire, docteur, voilà ce qui m'arrive. Encore une fois, il faut travailler sur ça. Maintenant, après, la vaccination même. Et ça, c'est un problème mondial. Lisez tout ce qui se passe dans d'autres pays africains. Vous verrez que l'Afrique en général, nous n'avons pas été correctement préparés à cette vaccination. Mais lorsque ceux qui doivent donner l'exemple ne le font pas, est-ce que vous ne pensez pas que ça réveille encore des soupçons? Vous avez raison, madame. Je ne peux pas ici... Moi, j'ai été médecin de zone. J'ai commencé à vacciner avec ceux-là qui doivent dire, écoutez, moi, chef religieux, j'ai pris mon vaccin. Et je voyais que les autres suivaient. Mais je voudrais aussi quand même dire aux gens qu'attention, hein, vous êtes quand même responsable de votre santé, madame Patricia. Le jour où vous mourrez, je ne dis pas que vous allez mourir, le sénateur qui n'a pas pris son vaccin, le gouverneur qui n'a pas pris son vaccin, il ne va pas être enterré avec vous. L'inverse. Aux États-Unis, vous suivez l'histoire, Donald Trump avait dit que la vaccination, la Covid-19 n'existe pas. Il ne mettait pas le masque. Mais à un moment donné, il a mis le masque. Quand il était tombé malade, lui et son épouse. Est-ce que il est dit que quand une autorité refuse de se faire vacciner, c'est ça le modèle? Mais non. On a vu des chefs d'État, on a vu des autorités partir parce que tout simplement, ils n'étaient pas des bons modèles. C'est là où je demande aux Congolais. Une chose est de dire,
autorité, donner l'exemple d'en haut, mais une autre chose est de dire aux Congolais que vous êtes le premier responsable de votre santé. Ils ont eux-mêmes... C'est vous d'abord. Nos autorités ont eux-mêmes peur de ce vaccin, de ce fameux vaccin AstraZeneca. J'aimerais revenir à une phrase qui a aussi circulé dans les réseaux sociaux lors de la première vague, que le Covid-19, ce n'est qu'une grippe et on peut même guérir juste en buvant de l'eau et en restant chez soi à la maison, en se respectant. Mais pourquoi ne pas rassurer la population dans ce sens-là, que c'est juste une grippe et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même asymptomatiques? Pourquoi ne pas le rassurer au lieu de les alarmer à chaque fois? Madame Patricia, en santé, c'est pas comme ailleurs. Je répète ça, et pour vous dire ceci, péchez par excès que par défaut. Quand vous commencez à rassurer des gens, alors que vous savez que la majorité sont dans un comportement contraire à ce que vous voulez, faites attention. Cette assurance reste un iceberg. Risque d'être un iceberg, excusez-moi. Vous avez une population qui ne veut pas se laver les mains systématiquement. Vous avez une population qui ne met pas les masques. Continuez encore à leur dire, écoutez, soyez à l'aise, vous savez, c'est juste une grippe. Vous risquerez justement d'approfondir les gens dans leur mauvais comportement. Si nous mettons un accent sur la gravité de la maladie, parce que dans une maison, vous avez une personne de 3e âge. Si moi, je fais la grippe, elle peut faire une forme grave. Vous comprenez? Ce qui nous intéresse ici, madame, ce ne sont pas les vivants. Ce ne sont pas les bien portants. Ce qui nous intéresse ici, ce sont ces personnes qui ont des formes graves, des formes sévères et qui décèdent. Alors, pour mettre un accent sur ça, on interpelle. On interpelle en disant, attention, si vous pouvez faire une grippe simple et prendre de l'eau, guérir, c'est bien. Chez une autre personne, ça pourrait réagir différemment. Il y a des gens qui sont au cimetière tout de suite. Vous comprenez? Donc, le focus est celui-là. C'est le 2, ce n'est pas le 1. Et c'est comme ça justement que nous, tout en disant que c'est une maladie qui peut guérir parce que c'est une grippe, mais nous disons aux gens, attention, cette maladie, même là, évolue rapidement vers des formes graves et sévères. Et vous avez des familles aujourd'hui éprouvées. On va bientôt finir cet entretien. On a vu ça lors de la première vague, les gens qui faisaient des inhalations, qui utilisaient des feuilles, des plantes, ainsi beaucoup trop de choses. La 3e vague revient aussi avec ce mouvement. Est-ce que le vapeur, je dirais, a un effet catalyseur? J'aime beaucoup ces questions. Je pensais que vous allez me poser la question sur le Covid organique qui venait du Madagascar parce qu'aucun journaliste n'en parle encore. Mais parce qu'on doute encore sur cette circulation des variants. C'est même passé, on n'en parle plus jamais, alors que vous savez, c'était l'époque où on disait c'est fini les Africains, mais encore une fois, on reste les mêmes. Nous disons la vérité aux gens et les gens découvrent la vérité après. Espérons. C'est ce qui est bien. Espérons. On l'a dit pour plusieurs choses. Espérons. La vérité. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des choses dont on parlait, on ne parle plus. Mais je vais juste revenir sur la question en disant, attention, moi je suis d'accord que nous avons une médecine traditionnelle, nous avons des pratiques traditionnelles qui sont très favorables à la santé. D'accord? Moi, je ne peux pas vous cacher, madame, en dehors du protocole usuel que nous prescrivons, je pousse, n'est-ce pas, mes patients, n'est-ce pas, à prendre des produits traditionnels, n'est-ce pas? Prenez du thé à la menthe, prenez des fruits, les expositions aux vapeurs, parce que je sais qu'il y a des pratiques qui peuvent vous aider, par exemple, à ventiler vos poumons, vous aider, par exemple, à expectorer et à être aéré. Vous comprenez? Donc, nous avons une médecine traditionnelle qui marche, et c'est là où j'insiste encore une fois de plus, il ne faut pas minimiser les efforts locaux, il ne faut pas minimiser la recherche locale, il faut la soutenir. Mais, encore une fois, il faut donner le bon message. Lorsque quelqu'un a la Covid-19 et qu'il s'expose à une vapeur, potentiellement pour dégager ses voies respiratoires, parce que ça peut arriver qu'en vous exposant à la vapeur, vous commencez à tousser, vous commencez à expectorer, ce n'est pas ça qui soigne contre la Covid-19. Il faut faire la part des choses. Ces genres de pratiques peuvent vous aider à supporter les symptômes, peuvent vous aider à vous soulager, mais le traitement de la Covid-19 restera le traitement de la Covid-19. Donc, encore une fois de plus, les deux ne s'annule pas, on peut justement aller par plusieurs synergies pour arriver au résultat escompté. Docteur Michel Mouvoudi, je félicite tous ceux qui ont fait des efforts. On va finir cet entretien, mais par cette question, à quand l'arrivée d'un prochain lot de vaccins RDC, puisque ce qu'on a déjà est en train d'expirer ou a même déjà expiré. Et on le sait, et c'est pour cela que le ministère de la Santé, avec l'appui de partenaires, travaille sur l'arrivée de notre lot. Je ne sais pas vous donner les dates exactes, je vous prierai de vous approcher du programme élargi de vaccination. En tout cas, on va vous donner toutes les informations sur la cascade d'arrivage des prochains vaccins. Et ce vaccin qu'on continue à utiliser est toujours efficace? Oui. En tout cas, le vaccin qu'on continue à utiliser, moi j'ai lu un article qui est sorti il y a 2 semaines. En tout cas, l'AstraZeneca, à une dose, avait une efficacité à 62%, à 2 doses à 82%.
les gens sont en train de l'utiliser. Moi, je vous prierai, Madame Patricia, de faire une enquête sur les personnes qu'on a vaccinées, combien justement ne se sont pas livrés à des formes graves. Et ça pourrait nous permettre de dire qu'est-ce qui se passe. Et beaucoup de pays vaccinent encore jusqu'à aujourd'hui. Avec le même... Regardez au Sénégal, il y a plusieurs. Regardez à Brazzaville. En fait, le problème, c'est qu'en RDC, on pense qu'il n'y a que la RDC qui fait ça ailleurs. Partout, il y a la Covid, sauf en RDC. Partout, on vaccine, sauf en RDC, on ne va pas vacciner. Non. Suivez aussi ce qui se passe à travers d'autres pays. Nous faisons ça pour aussi apprendre des autres. Et le jour où on nous dira que ce n'est pas ça, on n'aura pas honte de changer. On l'a fait quand on voulait lancer la vaccination avec AstraZeneca. Quand on a appris qu'il y avait des problèmes, on a reporté le lancement de la vaccination. On voulait comprendre l'enquête et quand on a eu des résultats probants de l'enquête, on a lancé. Donc on n'est pas dans un système du copier-coller, on s'adapte au contexte et on écoute notre population. Merci beaucoup, docteur Michel Mouvoudi, pour toutes ces belles réponses et ces analyses. Nous espérons que cela va se concrétiser même dans la réalité, dans notre vie quotidienne, afin que l'on puisse stopper la propagation de cette maladie, de cette pandémie pour cette troisième vague. Nous espérons que la RDC pourrait s'en sortir dans les tout prochains jours. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes spécialiste en santé publique, vous êtes également engagé dans la sensibilisation et même dans la prise en charge de cas Covid ici en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir reçus ici chez vous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, cette émission est finie. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision. N'oubliez pas de respecter scrupuleusement les mesures barrières.